je suis pas journaliste, je suis plus storyteller, je raconte une histoire. Mais filmer Snoop Dogg et Joe Rock qui jouent à la pétanque en plein Saint-Tropez, 30 minutes, 1 heure avant de tourner avec Messi, t'as le manager de Messi qui arrive et qui commence à te tester en espagnol. Est-ce qu'on peut connaître un autre MrBeast? C'est possible ou pas? C'est ce que disent mes potes, c'est que, enfin, ils savent que j'ai des dossiers sur tout le monde. Hubster avec Ludoc, c'est parti. Et aujourd'hui, je peux tout vous partager. Je viens d'embarquer dans un avion pour la capitale de la Corée du Nord, Pyongyang, avec mon visa en poche. Je me suis retrouvé en couverture de Nice Matin avec Snoop Dogg qui joue à la pétanque. Ouais, ça fait beaucoup d'infos à la fois, je vous contextualise ce délire. On reçoit aujourd'hui quelqu'un qui a presque tout connu sur YouTube, pionnier de la fiction sur le web, co-créateur du studio Bagel, meilleur révélateur des coulisses de tournage, producteur, aujourd'hui enquêteur même pour sa propre chaîne. J'ai presque envie de dire que tu es notre French version de Casey Neistat. Ludoc, je sais pas comment tu le prends. Tu vas refaire ma bio, c'est incroyable. Ce que tu viens de dire, j'aime bien. On est super content de te recevoir en tout cas aujourd'hui pour parler de création de contenu et de YouTube. Bienvenue chez Hubster, Ludoc. Et merci pour l'invitation. Écoute, on va commencer par le commencement. Le début pour toi, ça a même pas commencé sur YouTube ni sur Dailymotion parce que tes premières vidéos, tu avais un site que tu avais codé toi-même. Est-ce que c'est vrai cette ouais, histoire? d'accord. Ah ouais, t'es très bien renseigné. Oui, parce qu'avant, quand moi, c'est là où je suis vraiment un ancien. J'ai commencé avant même que YouTube et Dailymotion existent. Donc à l'époque, il fallait pouvoir diffuser ces vidéos sans streaming, il fallait les télécharger, etc. Et du coup, comme j'ai tendance à vouloir tout faire, j'ai en effet appris à coder mon propre site. Mais ouais, effectivement, j'ai commencé comme ça. Et ça marchait alors? Quand même. Et ouais, ça marchait plutôt bien. Ça a créé une petite communauté comme ça. Et moi, j'avais appris, en fait, je suis un grand fan du premier Matrix, même des suivants. Et j'avais participé à la création d'une communauté autour du film. Ah ouais? Et autour des effets spéciaux. Et du coup, j'avais appris un peu justement à gérer un site, une communauté, et à créer des sites comme ça. Ok. Et après, je me suis lancé de mon côté. Et tes premières vidéos, du coup, qui étaient sur ce site, c'était des vidéos de quoi? Tu te rappelles? C'était sans doute des vidéos, je m'en rappelle, je pense qu'il y en a encore en ligne. Il y en a certaines que j'ai réussi à mettre en privé, il y en a d'autres où j'ai perdu le mot de passe, on va pas se mentir. Je dis ça directement, il y a des dossiers si les gens veulent récupérer. C'était des vidéos à mon avis au lycée, pendant les intercours, où je faisais des faux JT, où je faisais des fausses pubs, ou des conneries comme ça je pense. Parce que toi, le format vidéo, il est venu te percuter comment? Parce que tu as fait des premières vidéos avec des Playmobil. Ouais, et... t'es très bien préparé. Tous les dossiers ils vont y passer. Mais juste, ouais. Donc, pourquoi ce format-là? Tu n'avais pas la photo, pas l'article? Parce que je pense que j'aimais bien raconter des histoires. Je lisais beaucoup, j'allais beaucoup au cinéma, je regardais beaucoup mes parents étaient abonnés à Canal+, donc je regardais énormément de films. Et j'aimais bien raconter des histoires. J'aimais bien l'image. Et en effet, je filmais mes Playmobil, ensuite je filmais mes potes. Et du coup, c'était quelle est la meilleure façon de raconter une histoire pour moi? C'est de faire ça en vidéo. Et tu as aussi eu le côté un peu entrepreneur aussi assez vite quand même. Ouais. Parce que en gros, après ton lycée, tu as créé ta boîte quoi, l'année d'après. C'est le côté c'est un peu contrôle fric, mais c'est la déformation du métier, c'est de contrôler un peu tout. Et forcément, si tu as ta propre boîte pour produire ce que tu fais, t'as la main un peu sur ce que tu fais et j'ai toujours été comme ça. Ouais, et ça a été, genre, toi, ça a été évolution naturelle, quoi, d'aller vers ça. C'est pas un truc où tu t'es posé 1000 questions, t'as eu peur, parce que t'étais jeune, en fait, et du coup... j'ai eu la chance très vite de rencontrer des gens, en fait, moi, tout ce qui est admin, négociation, etc., je sais pas faire, c'est pas mon truc, je m'entoure de gens très bien. Moi, j'essaie de me concentrer essentiellement à l'artistique. Est-ce que tu te souviens du jour où tu découvres YouTube? Est-ce que tu t'en rappelles? Je sais pas exactement en quelle année c'est arrivé en France. C'est créé en 2005 aux États-Unis, mais en France. Moi, j'ai créé ma chaîne en 2006, en vrai. Ok, t'es un des premiers peut-être. Ouais. Sur Dailymotion et sur YouTube. Et après, les premières vidéos, elles sont arrivées bien plus tard, mais je crois que 2006, j'ai créé. Mais du coup, est-ce que tu te rappelles en vrai de l'arrivée de la plateforme? Tu te dis bon, moi, je vais me créer un truc dessus, du coup, un compte. Ouais. Mais je me souviens comment à quoi on arrive ça à ça? ressemble, mais je sais plus comment j'arrive dessus. Je me souviens des premières vidéos que j'ai dû voir dessus à base de les scientifiques qui mettent des mentos dans du coca ou. 3, 2, 1, pull. Good. Ah! Tell me that's not awesome. That's awesome. Peut-être même Camini, Marley Gaumont, quoi que c'était Dailymotion, mais c'était très anglais YouTube au début, très américain, et Dailymotion très français. Et après il y a une bascule. Mais je me souviens pas exactement ce qui a fait que j'y suis allé, mais c'était vrai qu'au début c'était d'un coup les premières vidéos en streaming quoi. Et est-ce que tu as ressenti ce côté liberté quand tu as publié pour la première fois sur YouTube, quelque chose que tu n'avais pas dans ton métier de réalisateur à côté? Est-ce qu'il y avait une émotion comme ça ou... Alors au tout début non, parce que j'ai commencé là et c'est après que j'ai commencé à faire des projets pro. Mais petit à petit, et c'est ce qui a fait que je suis revenu notamment sur YouTube plusieurs fois,
avec le studio Bagel et maintenant plutôt moi en perso, ouais, à chaque fois, il y avait une petite frustration et une envie de liberté, parce que j'ai fait plein de trucs très différents, clips, pubs, etc. Et donc, en fait, plus c'est allé, plus je me suis rendu compte de la liberté que je pouvais avoir sur YouTube. Ok. Mais dès le début, je m'en rendais pas forcément compte, et c'est en travaillant sur d'autres projets que je me suis rendu compte de ah ouais, en fait, là-bas c'est cool quoi. Ouais. C'est comme ça qu'arrive l'idée Studio Bagel ou pas? Studio Est-ce Bagel, que tu arrives à t'en souvenir de ouais, en fait, l'origine, quoi, de la première plein- réunion ou de... c'est plein d'idées. Ça commence ouais, c'est peut-être mai-juin 2012. Le Studio Bagel, ça a été une de mes plus belles expériences. Pour la réussite de la chaîne, évidemment, mais aussi pour toutes les petites galères et histoires folles qu'on a eues en coulisses. Parce que le Bagel, on le lance vraiment, c'est 15 novembre 2012. Et en fait, ça vient de plusieurs trucs. Il y avait une envie déjà de faire un collectif. Parce qu'on faisait déjà des vidéos, des petites apparitions dans chacun. Moi, j'avais participé à des vidéos de copains, j'étais apparu dans certaines vidéos. Et en même temps, il y avait YouTube qui avait lancé en 2011 un programme qui s'appelait les chaînes Originals, où en gros, ils finançaient une dizaine de chaînes, ils leur donnaient un budget entre 500 et 1 million, je sais plus, mais pour produire du contenu sur un an, parce que c'était le but de YouTube d'amener des productions un peu plus télé, un peu plus ambitieuses sur YouTube. Ça a bien marché aux États-Unis, et du coup, ils ont voulu faire la même chose en France, et ils ont fait un appel d'offres avec plusieurs boîtes, donc il y a eu plusieurs chaînes qui se sont lancées, dont Studio Bagel. Et en fait, moi, on commence à m'en parler, je crois, en mai ou juin. Et à partir de là, ouais, on commence à réfléchir, à se dire, ok, quel est le nom. Vous aviez une inspi américaine, tu parles des États-Unis? Ouais, il y avait Funny or Die, il y avait, je sais plus ce qu'il y avait à l'époque, mais il y avait ce genre, j'ai un autre Smosh ou un truc dans le genre, je crois, sur YouTube. Mais effectivement, des petits collectifs qui existaient déjà. Parce qu'à l'époque, chacun faisait. Il y avait déjà 10 minutes à perdre qui faisaient ce genre de choses, mais avec un côté un peu plus produit, avec une production derrière, c'était pas forcément le cas. Et ouais, on commence à réfléchir à le casting, le nom, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Et ça pendant tout l'été. Et c'est à partir de la rentrée qu'on commence à tourner les premiers trucs et qu'on commence à diffuser, ouais, mi-novembre. Et on se rend compte en parallèle qu'il y a aussi M6 qui prépare Golden Moustache. Ah oui. Donc il y a un petit. Ok, quand est-ce qu'ils vont Ça, se vous êtes lancer au et tout. courant vite? Ouais, Genre parce qu'en avant le fait, lancement? c'est des copains des deux côtés. En fait, Ouais. c'est assez drôle. On nous a toujours demandé est-ce qu'on se tirait la bourre entre nous. En vrai, c'était surtout au-dessus, les producteurs, les patrons. Mais entre nous, on était très très potes parce que c'est la première génération de youtubeurs, donc on se connaît depuis très longtemps. On se connaît depuis peut-être 2006-2007. Ouais. Parce qu'on était très peu. Donc dès qu'on voyait un gars faire quelque chose, on se contactait, on se rencontrait comme ça. Moi, j'ai retrouvé des photos avec Cyprien qui datent de 2006 où on se croisait comme ça en soirée de créateurs. Donc on savait qu'il y avait ça en parallèle. On savait juste pas quand ils allaient sortir. On savait on connaissait le casting, Ouais. mais on savait pas juste à quel moment allait être la première vidéo. Et ils ont été Et alors, de souvenir, nous on avait notre date, eux ça devait être une semaine après. Et quand ils ont appris notre date, ils ont lancé leur truc une semaine avant. Je crois, de souvenir. À quelques jours. Ouais. Mais on a tellement du mal à imaginer aujourd'hui, tu vois, en 2024, qu'à l'époque vous étiez genre, je sais pas, 20, 25 créateurs Ouais, on était très peu, hein. YouTube, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, quand on voit ça aujourd'hui et tout, donc l'ambiance était vraiment bande de potes, quoi. Ouais, surtout que pour moi, c'était la première génération qui se lançait. Et quand nous, on s'est lancé, c'était. Alors, pas pour dire que les nouvelles générations, c'est ça, parce que c'est pas du tout le cas. Mais nous, quand on s'est lancé, on savait pas qu'on pouvait gagner des sous, qu'on pouvait être connu, qu'on pouvait en vivre. C'était vraiment par passion dès le début. Quand moi, je faisais des vidéos sur Dailymotion, c'était surtout pour faire marrer mes potes. Et c'est après qu'il a commencé à y avoir des marques, qu'il a commencé à y avoir de la reconnaissance et tout. Donc là, c'était juste une bande de passionnés qui faisaient des vidéos sur Internet, qui avaient envie de faire des trucs ensemble, sans se douter que ça allait devenir aussi gros après. Ouais. Et après, ça a lancé plein de trucs trop bien. Mais ouais, à l'époque, c'était juste une bande de potes qui se recroisent en soirée. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit, je crois que là, c'est en train de marcher? Est-ce qu'il y a une vidéo déclic? Il y a un truc comme je ça sais où que tu j'ai t'es un dit, moment qui est déclic, mais qui est un peu tard, mais qui est un peu déclic, où j'étais sur un tournage avec Jérôme Niel sur un court-métrage pour les tutos. Et en fait, on était tous les deux fin de journée, on avait fait une nuit blanche. Et très con, mais je me retrouve où je vois, il y a 3 camions de matos devant nous. Et je le regarde et je dis, tu te rends compte que ça, c'est pour YouTube? C'est vraiment c'est très con, mais en fait, de se dire, on avait une équipe peut-être de 40-50 personnes. Et tu te rends compte de tous les gens qui sont présents, des gens qui bossent en cinéma, du matos présent, du budget présent, et tu te dis, ah ouais, on fait une vidéo pour YouTube. Donc j'ai eu un premier déclic ici. Mais et en là, vrai, c'est quand? Tu te souviens? ça, c'est peut-être tard, du coup, 2014-2015. Ouais. Mais parce que le déclic, pour moi, il s'est fait petit à petit. C'est pas du jour au lendemain où tout d'un coup, Bien sûr. on nous a donné du budget, parce qu'au début, on faisait un peu à l'arrache. Après, on a commencé à avoir même pas des marques, on a commencé à avoir en effet YouTube, ensuite Canal. Les marques, elles sont arrivées un peu après.
Mais ouais, ça s'est fait petit à petit. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, toi, avec ton regard, tu penses que la fiction, un peu, là, si on prend un regard un peu plus méta sur ce qui se passe aujourd'hui sur YouTube, est-ce que tu penses que la fiction, elle a encore une place sur YouTube qui est en train de devenir un peu une plateforme presque de docu, quoi, j'ai envie de dire. Tu vois, aujourd'hui. Alors, moi, j'ai un petit espoir. Ouais. En fait, comme je suis un ancien, j'ai vraiment vu les différentes phases où, en effet, à l'époque, Moustache, Bagel, fiction, c'était vraiment le truc que tout le monde regardait. Parce qu'il y avait la consommation qui suivait, dans le sens où les gens étaient prêts à être dans un certain confort pour le regarder sur leur ordinateur, pas encore sur leur télé, mais ils étaient dans les bonnes conditions pour regarder de la fiction. Là où après, j'ai plus les dates, mais peut-être 2-3 ans après, les gens ont commencé à regarder en accéléré, regarder un peu, poser le téléphone et faire de la cuisine en même temps. Et du coup, la fiction, si t'es pas complètement dedans, tu peux pas regarder. Ça suivait pas trop, donc c'est pour ça que les gens ont plus consommé du vlog, du jeu ou des docus, ou des petits docus. Et là, je sens que depuis un an, il y a de plus en plus de formats longs, et des formats produits, et que du coup, les gens sont prêts à regarder ce genre de contenu. Je le vois même dans mes stats où il y a quasiment 50% des gens qui regardent sur leur télé mes vidéos. Téléconnecté, ouais. Et du coup, je me dis, et surtout maintenant que YouTube Premium, les gens sont de plus en plus habitués à le prendre, donc j'ai un petit espoir de me dire, les gens commencent à prendre YouTube comme vraiment une plateforme qui pourrait l'être comme pour un Netflix, un Amazon Prime ou autre, acceptent l'idée qu'il puisse y avoir du produit contenu, acceptent l'idée qu'ils peuvent le regarder dans un certain confort avec des potes, en mode, ok, je vais me poser pendant 50 minutes sur un canapé, et on se fait une soirée YouTube à regarder des gros contenus. Donc je me dis que la fiction a ses chances de revenir à un moment donné. Peut-être qu'un jour, YouTube fera comme Netflix à l'époque, quand ils vont voir David Fincher et Kevin Spacey pour sortir House of Cards, ou Disney ou Apple TV va choper Martin Scorsese pour faire des films. Peut-être qu'à un moment donné, YouTube va se dire, on a YouTube Premium, on a beaucoup d'abonnés, on va aller choper un gros acteur ou un gros réalisateur américain, français et commencer à faire du contenu produit. Là, pour le moment, ils sont que diffuseurs. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont se dire, on va aussi avoir envie de distribuer et de produire, comme Apple commence à faire, comme Netflix et tout. Et peut-être qu'à ce moment-là, la fiction va revenir sur YouTube. Mais après, ouais, quand tu vois qu'il y a des exemples comme Inox qui sort Kaizen qui dure 2h30 et les gens sont prêts à se poser, je me dis que la fiction peut revenir. En fait, pour moi, la fiction, elle nécessite juste un certain confort pour regarder le truc. Et c'est ce qu'on est en train de retrouver, donc je pense que ça va revenir. Là, c'est encore trop tôt. Là, je te parle d'un truc, c'est peut-être dans 5 ans. Ouais, mais Inox, c'est déjà au ciné. En fait, Inox, il va au ciné, tu vois, maintenant. Donc, c'est difficile au ciné. Donc, ouais, mais même tous les autres, je parle même. Là, j'ai l'exemple de Kaizen, mais je parle de plein d'autres vidéos qui sont un peu longues, où il y a des vrais documentaires, des vrais trucs, même des jeux qui sont un peu plus longs et tout, où les gens se posent et le regardent entre potes. Est-ce que tu penses que les YouTube Originals, c'était trop tôt, peut-être ? Je pense que ouais. Je pense que c'était trop tôt. Ça n'a pas trop marché de souvenir puisqu'ils n'ont pas enchaîné. Mais ouais, en fait, vu ce que je viens de dire, c'était peut-être un peu trop tôt. Et justement, toi, tu commences à être un peu dans cette vibe-là, si tu me permets l'expression. Parce que du coup, tu sors le 18 décembre un doc sur ta chaîne YouTube. Vas-y. C'est pas ta vidéo la plus longue parce que t'as fait des vidéos de... En vrai, c'est ce que je me faisais la réflexion, c'est la vidéo, le film le plus long que j'ai fait de toute ma petite carrière. C'est vrai ? Parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'avais fait une série donc, pour Amazon où c'était 12 épisodes de 20 minutes. Donc sur la longueur, c'est beaucoup plus long. Mais un vrai unitaire de 56 minutes, c'est la première fois que je fais un truc aussi long. Et pour ma chaîne en plus. Et donc en fait tu racontes la traque d'un pédophile qui t'avait contacté sur Skype en 2012. Ouais, je vais être obligé de te corriger sur le mot pédophile parce que c'est un truc que je dis et que j'essaye de faire attention à ça, où moi-même je faisais l'erreur à chaque fois. Et effectivement, on dit plutôt prédateur ou pédocriminel parce que pédophile, par définition, c'est quelqu'un qui passe pas à l'acte. Qui passe pas à l'acte, qui aime un enfant sans forcément passer à l'acte. Et lui, en l'occurrence, il mais je faisais l'erreur tout le temps. Et même sur la première version du documentaire, il y avait encore des moments où j'avais le réflexe de dire pédophile. Et je l'ai corrigé après coup. Donc voilà. Et cette aventure-là, du coup, elle arrive en 2024 Elle arrive bien plus tôt, mais j'en parle maintenant. Ouais. Et pourquoi tu décides d'en parler en fait maintenant, tu vois Justement, est-ce que c'est plusieurs choses. À cause de l'écosystème YouTube d'aujourd'hui ou rien à voir C'est plus que maintenant, je peux le raconter à ma façon et sur ma propre plateforme. En fait, moi, c'est un truc qui m'a évidemment marqué. Et dès que c'est arrivé, j'avais envie d'en parler. Mais j'avais pas d'endroit où j'avais la liberté pour le faire ou pas d'endroit où ça avait de la résonance, selon moi.
parce que je me voyais pas en parler sur la chaîne du Studio Bagel ou sur la chaîne d'un autre copain et tout. Je me disais, c'est un truc, c'est quand même important et j'ai envie d'en parler. Et depuis 2 ans que je commence à créer du contenu, il y a pas mal d'histoires comme ça qui sont un peu anciennes, qui me reviennent et que j'ai envie de raconter. Maintenant que je peux le faire, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est cool, il y a des gens qui me suivent et je peux enfin raconter les histoires que j'ai en tête depuis longtemps et il y aura des gens pour les voir et pour les partager. Et du coup, c'est le cas pour ce docu, comme ça a été le cas pour d'autres histoires que j'ai racontées précédemment. Mais ça, effectivement, ouais, c'est arrivé en 2014. Ça a duré 4 ans puisqu'il a eu son procès en 2018. Et là, on est en 2024. En fait, il y a eu il y a eu des moments où j'ai eu envie de le raconter. Il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que je suis vraiment légitime pour le raconter? Ensuite, il y a eu un moment où je me suis dit, allez, là, c'est important. Il y a des gens qui sont prêts à le regarder et le sujet est important. Ensuite, tu as le temps pour contacter la police, pour accéder à tous les documents, etc. Faire les interviews. Donc, parce que ça fait depuis février que je bosse dessus. Mais ça, ma question, c'est comment tu le montes et tu vas le préparer. Est-ce que c'est un truc que tu avais au fil de l'eau? Tu avais sur des disques durs, ouais, parce que non, mais dedans, il y a des images de 2012 que tu filmes et tout. Et c'est pour ça que je te parle aussi de Casey Neistat, tu vois, au début. C'est parce que lui, parfois, il te sort une vidéo sur YouTube d'un coup et il va retrouver un rush d'il y a 12 ans qu'il a dû prendre dans un disque dur qu'il a gardé. Et lui, ses archives, elles sont comme ça. Everything's referenced. Where? How? What's your organization system? It's all cataloged by date, year, month, week, day, chronological order based on camera that it's shot. I could bring up anything like that. Et toi, est-ce que tu fonctionnes pareil? Tu as tout sur disque dur, tout est classé? C'est ce que disent mes potes, c'est que, enfin, ils savent que j'ai des dossiers sur tout le monde, parce que du coup, j'ai le réflexe, mauvais ou bon, je trouve plutôt bon, de garder, ou une certaine nostalgie, de garder absolument tout. Parce que je trouve ça trop bien de retrouver des archives, et surtout, il y a souvent des trucs, quand tu fais un truc aujourd'hui, il y a des raisons un peu plus tôt et tu retrouves un historique un peu cool. Donc ça, en l'occurrence, ce dossier, je l'ai gardé. Parce que dans un coin de ma tête, je me disais un jour, je vais finir par raconter cette histoire. Donc en fait, c'est le dossier que j'ai transmis à la Brigade des mineurs à l'époque, j'ai juste gardé. Et en effet, il y a les vidéos où on s'est filmé, les screenshots, l'historique de conversation, etc. Et du coup, je l'ai récupéré. Et ouais, Monsieur Anticipation quand même. Ouais, j'ai un iCloud avec des photos qui datent de beaucoup trop longtemps, avec des photos de tout le monde et tout. Et je trouve ça trop marrant. Ah bah ouais. Est-ce que du coup, tu es créateur aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu as ta chaîne YouTube, tu as des centaines de milliers d'abonnés. Est-ce que tu avais anticipé, toi, une telle explosion du créateur, tu vois, en termes d'individu, je veux dire, quand tu vois Squeezie, Inox, etc. Toi, tu avais anticipé ça, peut-être pas du moment de Studio Bagel, mais est-ce que tu avais anticipé ça comme tu peux anticiper aujourd'hui la production de films ou long métrage peut-être sur YouTube? C'est un truc que tu as vu venir, toi qui l'as vécu de l'intérieur ou pas? Non, franchement, ça s'est fait petit à petit. Parce que pendant très longtemps, il y avait ce truc déjà syndrome de l'imposteur, et ce truc on fait des vidéos pour amuser les copains. C'est franchement arrivé petit à petit. Tu fais d'abord des vidéos avec 2-3 potes, ensuite il y a 10 personnes qui le voient, et ensuite il y en a 50 qui le voient, ensuite il y en a 100, ensuite tu commences à t'entourer de gens dont c'est le métier, ensuite tu as des marques qui arrivent et qui financent. J'ai pas eu de... Je me suis juste dit c'est cool parce que ça permet d'avoir un troisième média, dans le sens où tu as cinéma, télé, et là tu as Internet. Moi, par exemple, on m'avait dit si tu veux faire du cinéma, c'est soit tu fais du clip, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui ont commencé par le clip, soit tu fais du court-métrage. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, avec Internet, ça donne une troisième option où tu peux commencer à faire des gros trucs, même en télé et tout. Moi, je suis l'exemple vivant de ça, puisque j'ai commencé sur YouTube et Dailymotion, et je me suis fait connaître comme ça, ce qui m'a permis aujourd'hui de faire d'autres trucs à côté. Mais après, d'une vision de me dire, il y a 10 ans, qu'un Squeeze allait organiser un GP Explorer, un match France-Espagne, etc., ça, je l'aurais peut-être pas eu. Mais je trouve ça trop bien. En fait, ça montre une énorme liberté, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et surtout, ce que je trouve trop bien aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin d'attendre la validation de quelqu'un pour raconter ses histoires ou d'organiser des trucs. Ouais. Parce que au cinéma, si tu veux faire un film, il faut avoir des producteurs, des distributeurs, il faut passer par plein de réunions et tout, qui sont compréhensibles parce que ça fait partie du jeu, il faut réunir un budget et tout. En télé, pareil, l'accord de la chaîne, etc. Sur YouTube et sur Internet globalement, tu as envie de raconter une histoire, tu racontes cette histoire. Après, tu la racontes avec tes moyens au début, et plus ça va, plus tu vas commencer à apprendre ton métier, plus tu vas avoir des moyens, plus tu vas avoir des gens pour regarder. Mais dès le début, si tu as envie de la raconter, tu la racontes. Il n'y a personne qui va te dire tu as le droit de la raconter. Et donc ça, je trouve ça trop bien. Ça, je l'ai vu. Mais après, avec les moyens, je n'ai pas anticipé. Est-ce qu'on peut connaître un autre MrBeast? C'est possible ou pas? Un truc d'une telle puissance? Franchement,
à l'époque, si tu m'avais dit, à l'époque de Cyprien, si tu m'avais dit est-ce qu'on peut connaître un autre Cyprien, je t'aurais dit je sais pas, il y a Squeeze qui arrive. Ensuite, Ouais. là, t'as Thibaut qui dépasse, Ouais. t'as Michou Inox qui arrive, le Mr Beast, il explose. Là, t'as Speed, Ouais. si on parle en américain, qui explose aussi. Ouais, franchement, en fait, tout augmente. À une époque, quand on disait une vidéo à 1 milliard de vues, la première c'était Psy, Ouais. le clip, on se dit c'est une folie. Là, c'est devenu normal. Donc, ouais, c'est sûr qu'on va en connaître. 2 petites dernières questions. Je me demandais si c'était toujours toi qui montais tes vidéos. Ouais, les versions longues, c'est toujours moi. Les versions courtes, en fait, alors c'est toujours. Quand tu parles version courte, c'est les shorts. Ouais, c'est les shorts. Ouais. En fait, le truc que je n'arrive pas encore à avoir, c'est une régularité, une stabilité sur YouTube, parce que comme j'ai envie de tout faire et comme c'est des histoires qui sont très personnelles, et surtout que j'ai une méthode de montage qui est un peu bizarre, je me dis que, enfin là, je suis le seul à pouvoir le faire. Les versions courtes, comme c'est des trucs un peu plus dans de l'exécutif, où c'est souvent je prends la version longue et je vais juste définir des extraits que je vais passer en version courte. Quelquefois, je m'entoure. Mais les versions longues, ouais, je fais tout, même les graphismes, enfin tout. Dernière question, est-ce que tu utilises l'IA, toi? Ouais. Et si oui, laquelle? Est-ce que tu utilises une IA sur Adobe ou est-ce que tu utilises une IA pour faire tes recherches? J'utilise l'IA à toutes les sauces sur Adobe, effectivement, sur Photoshop beaucoup pour typiquement sur le docu à un moment donné, je me retrouve sur le tournage où je dois filmer une policière en interview et j'ai un énorme poteau en plein milieu de la pièce et contrairement à il y a peut-être 10 ans où j'aurais été en galère à chercher mon cadre pendant très longtemps, là je me dis c'est un plan fixe et du coup j'utilise en effet Photoshop pour je sélectionne le poteau et il me le supprime automatiquement, il me le remplace. Donc ça j'utilise beaucoup pour effacer des choses. Beaucoup en son aussi, il y a beaucoup pour améliorer s'il y a ce qu'on appelle de la reverb, c'est de l'écho dans une pièce, ou si je prends une archive et qu'il y a quelqu'un qui parle avec de la musique, bah, je peux séparer les deux maintenant. Je peux garder que la musique ou garder que le son. Et après, en chat GPT, je l'utilise non-stop pour pour de la recherche, pour des questions, typiquement pour mon documentaire. Moi, j'avais le contact de 2 avocats avec qui j'échangeais souvent. Mais pour éviter de les faire chier tous les week-ends et tous les soirs, j'envoyais souvent, par exemple, le procès verbal du jugement correctionnel. J'envoie le PDF. ChatGPT le lit et je vais lui poser des questions sur telle page, etc. Il va me prémâcher un peu le boulot. Comme ça, au moins, quand j'appelle les copains avocats, je sais où je vais et ça prémâche énormément le boulot. Si on te dit que tu es journaliste, tu réagis comment? En fait, je sais. Alors, je suis pas journaliste, je suis plus storyteller. Je raconte une histoire. Mais quand j'ai Ton docu, c'est un docu journalistique. Hein. En fait, ouais, je m'en suis rendu compte. En fait, j'aime bien le côté. Je me suis rendu compte que j'aimais bien le côté investigation, le côté. Tu recherches des infos, des preuves, j'ai appelé des tribunaux, j'ai appelé des avocats, j'ai appelé des policiers pour avoir des informations. Donc j'ai bien aimé ce travail journalistique. Après, j'ai pas de formation journalistique, c'est pas mon métier. C'est plus je raconte une histoire. Et là, j'avais besoin d'avoir une casquette de journaliste pour raconter ça parce que le sujet est trop grave et trop important pour y aller, pour ne pas être sérieux. Mais je me considère pas du tout comme journaliste. Enfin, vu tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai fait plein d'autres trucs qui ne ressemblent à rien. Sur ce docu, en tout cas, peut-être. Peut-être, ouais, voilà. Plus en termes d'investigation, plus côté un peu vidéaste enquêteur, mais journalisme, enfin, c'est un vrai métier, donc je vais pas m'improviser journaliste. Ta pire galère de tournage, tu t'en rappelles? Ah oui, du coup, tu m'as posé des questions. Attends, je me retrouve dans un plan improbable où on me dit. Ça commence en plusieurs étapes. On me dit, est-ce que tu veux faire un clip pour Snoop Dogg? C'est une époque où je faisais beaucoup de clips. Je dis, bah évidemment. Ok, c'est pour un morceau de Jean Rock, parce qu'il invite Snoop Dogg sur son morceau. Je fais, ok. Et c'est filmé parce que c'est pour les Anges Gardiens sur Énergie 12. Oh waouh, Je le fais crossover. beaucoup d'informations, mais j'ai déjà dit oui à la première question, je suis battu. Et en vrai, j'avais 20 ans, 21 ans, je me dis, ouais, c'est un plan improbable. Donc je me dis, ok, trop cool. Et tournage à Saint-Tropez. Donc je pars avec Mathieu Allard, donc mon associé producteur. On prend le train, on prend tout le matos avec nous. On se retrouve dans le train et on met tout le matos sur donc train de nuit. On met tout le matos sur la banquette. Et Mathieu, qui est très fort pour dormir dans n'importe quelle situation, donc il dit ok, je vais dormir dans le wagon à côté. Il part dans le wagon à côté, moi je dors tranquillement. Le lendemain, on arrive donc à Saint-Tropez et je sors, je commence à sortir le matos et Mathieu n'est pas là, donc je l'appelle, je lui dis viens m'aider là, c'est compliqué. Ouais. Et il dit mec, je suis à Chamonix. Je fais c'est-à-dire et en gros il me dit bah en fait dans la nuit le train il s'est coupé en deux. Il y a une partie qui est partie à Chamonix et une autre partie qui est partie à Saint-Tropez. Et du coup, lui, il s'est réveillé, il a ouvert le truc, il a vu des montagnes, et il fait, mais où est-ce que je suis? Le créateur dont on n'entend pas assez parler selon toi, mais qui peut exploser dans les prochains mois? En fait, c'est un petit gars, ça m'arrive quelquefois, un gars, il m'a envoyé un mail,
il avait 16 ans. Ça m'arrive quelquefois de recevoir des mails comme ça, de gars qui ont été inspirés par le bagel ou parce que j'ai fait un livre pour devenir Bien vidéaste, sûr. et qui du coup sont inspirés et m'envoient des trucs pour me demander mon avis. Et du coup, j'ai vu passer ça, et le gars à 16 ans, il a un niveau de fou. Et je me suis dit, je vais un peu l'aider, donc je l'ai aidé sur pas mal de trucs. Maintenant, il a 18, il commence à avancer, il fait des trucs. Trop bien. Et donc, remarque, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête parce que dans le genre, j'en ai plusieurs. Alors, lui s'appelle Lael Vlog. Ok. Et en fait, il a un niveau de motion design et de narration qui est assez fou. Et donc, ça, c'est trop intéressant. Ok. Lui, c'est Leandro, mon meilleur pote. Et si là, il a pas l'air bien, c'est qu'avant d'arriver à ce moment de la soirée, il s'en est passé des choses. Dans 2 minutes, t'es complètement mort, mec. On se connaît depuis qu'on est tout petit et on s'est jamais perdu de vue. Et aujourd'hui, on fête ses 18 ans. À part la guerre de tournage, le souvenir du Jean Rock Snoop Dogg, c'était quoi le meilleur souvenir? Il y en a un? C'était ça. C'était notamment de se retrouver à filmer Snoop Dogg et Jean Rock qui jouent à la pétanque en plein Saint-Tropez. Où en fait, on a fini de tourner, on marche, on s'apprête à rentrer, déposer le matos. Et Snoop passe, je dis Snoop que c'était un pote, il passe comme ça sur la place, je sais plus comment elle s'appelle, mais la grande place où il y a des pétanques. Il voit la pétanque, il se dit je veux jouer à ça. Et là, boum, réflexe direct à se dire ok, on filme. Et ce qui est génial, c'est que du coup, ça crée un attroupement. Et ce qui est encore plus génial, c'est que du coup, il y a plein de paparazzi qui viennent. Et ce qui est encore plus génial, c'est que du coup, je me retrouve en photo, je crois en couverture de Nice Matin le lendemain. J'étais dans un style en pantacourt, en train de filmer en suant, parce qu'évidemment, une journée de tournage, c'était dégueulasse. Et le pire moment, il était 20h, donc c'est vraiment le pire moment pour moi. Et donc, je crois qu'on voit Jean Rock et Snoop en train de jouer à la pétanque. Et dans le fond, il y a un petit couillon comme ça, avec une caméra à la main. Dernière question, il est comment Messi en tournage? Mais après, c'est rien de nouveau, il est très très timide. Ce qui est drôle avec Messi, c'est que ils te mettent des coups de pression dès le début en te disant, comme Messi ne parle pas anglais, en tout cas n'aime pas forcément parler anglais, il faut parler espagnol, donc il faut forcément que le réalisateur sache parler espagnol, ce qui est mon cas. Mais, donc tu leur dis oui, c'est bon, mais quand même, 30 minutes, 1 heure avant de tourner avec Messi, t'as le manager de Messi qui arrive et qui commence à te tester en espagnol et qui te demande des trucs sur ta vie, ouais, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Donc il te teste comme ça, tu le sens dans son regard. Et une fois que Messi arrive, t'as vraiment un silence total. Je crois que c'est la première fois que j'avais autant de gens derrière la caméra qui étaient en prendre des photos, etc. Mais sur le moment, en fait, c'est des tournages où on te dit tu vas avoir 20 minutes avec Messi, avec Neymar, parce qu'après ils doivent enchaîner avec une autre marque. Donc ils posent pas trop de questions, ils te suivent. C'est en mode tu dis tu fais ça, tu fais ça. Il n'y a pas de négociation à dire pourquoi il fait ça. Il est assis, très timide, comparé, par exemple, j'ai tourné du coup dans le même truc avec Mbappé, avec Verratti à l'époque, avec Neymar, qui aime bien faire un peu les cons. Lui, il est vraiment très dans sa bulle, un peu timide, un peu réservé, alors que c'est juste le meilleur de tous les temps. Et donc c'est assez marrant le contraste là-dedans. Excellent. Merci beaucoup pour toutes tes histoires, tes anecdotes, Ludoc. Merci à toi. C'était super de discuter avec toi. Et écoute, on se donne rendez-vous le 18 décembre Ouais, c'est ça. pour la sortie de ton doc sur ta chaîne YouTube. Trop bien. Merci beaucoup. Salut, c'est encore moi. Juste un petit mot rapide pour vous remercier d'être allé jusqu'au bout de cette interview. Si vous voulez en voir d'autres qui arrivent très bientôt, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Dubster et à commenter nos vidéos. C'est uniquement grâce à vous et à votre soutien qu'on peut continuer tout ce boulot.